Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce grand journal qui retrace l'essentiel de l'actualité tout au long de cette semaine. Et nous commençons par la religion au Gabon, culte dominical au ministère international La Fontaine de Libreville. C'était le dimanche 24 janvier 2016. Au cours de ce moment de restauration spirituelle, la prophétesse Nkolo Marguerite a édifié le peuple de Dieu avec pour thème Dieu voit. Suivons ces détails avec notre reporter de Béni TV Gabon. Le ministère international d'évangélisation La Fontaine, situé à Libreville au Gabon, a tenu son culte dominical sous la conduite de son leader, la prophétesse Nkolo Marguerite, qui a édifié le peuple sous le thème Dieu voit, soutenu par les livres d'Apocalypse, Jean et bien d'autres. Le thème est intitulé Dieu voit et le faire, le ta destinée. Alléluia. Là où tu es, ce n'est pas ta destinée. Quelqu'un a mis ta destinée quelque part. Mais l'Éternel des armées, c'est lui qui délivre. Il est là ce matin pour toi. Alléluia. Prête seulement attention. Ouvre ton entendement, tes oreilles, pour écouter au moment où tu écoutes, la délivrance commence. Bien aimé, il y a beaucoup de personnes qui se trouvent dans des prisons marines. Tu vas me dire, c'est quoi la prison marine? Bien aimé, c'est l'utilisation par les mystiques de tous les cours d'eau à travers le monde entier. Ce que les sorciers cachent dans la mer est différent de ce qu'ils gardent dans d'autres prisons. Dans la mer, c'est autre chose, mais ils ont encore d'autres prisons. En général, ce sont les bénédictions financières, matérielles, qu'ils gardent dans ce lieu. À la mer, c'est pour cela ce matin, tu vas prier avec colère pour arracher, pour posséder toutes les bénédictions qui ont été gardées à la mer. Alléluia. Quelques proclamations de prière dirigées par la prophétesse, puis la délivrance fut, et des paroles prophétiques furent adressées à l'endroit des fidèles. Et les moments s'achevèrent par un repas fraternel, récompensant un fidèle par un jeu du gâteau de la galette du roi. Quel que soit le lieu où vous aviez été placé, Dieu voit et délivre encore. Nous continuons en religion avec cette brève. En Chine, les chrétiens chinois veulent envoyer 20 000 missionnaires dans le monde entier d'ici 2030. Les médias chrétiens viennent de rapporter que plus de 900 pasteurs de maisons et responsables chrétiens se sont réunis à Hong Kong pour discuter de cet objectif lors du Mission China 2030. La tâche ne s'annonce cependant pas aisée. Il y a 5 ans, plus de 200 chrétiens chinois avaient été arrêtés alors qu'ils s'apprêtaient à s'envoler comme missionnaires. Dans les années 1990, la Corée du Sud avait donné un signal fort en annonçant vouloir envoyer 10 000 missionnaires. Nous continuons toujours avec les brèves en religion, cette fois-ci en Espagne. Il faut préciser que l'Espagne a publié un rapport sur le pluralisme religieux. Selon les chiffres officiels, 12 nouvelles églises évangéliques sont lancées chaque mois dans ce pays. Encore à 3 quarts catholiques avec 23 000 lieux de culte. Il existe aujourd'hui plus de 3 700 lieux de culte protestants dont une large majorité sont évangéliques. Et nous terminons en brève en religion avec des chiffres. Sur les 2,3 milliards de chrétiens dans le monde entier en 2016, 619 millions seraient évangéliques, soit 1 sur 4. C'est ce que révèlent les statistiques publiées par Sébastien Fartz, chercheur au CNRS, historien spécialiste du protestantisme évangélique. Les continents asiatiques font en moyenne 200 millions et le continent africain 170 millions, représentant ainsi sur la plus grande part de ces évangéliques. L'Europe n'a que 23 millions d'évangéliques. L'actualité africaine à présent dans ce grand journal avec la Centrafrique. Le camp de réfugiés Mpoko Bangui accueille au moins 5000 enfants dans une école temporaire construite par l'UNICEF. Ils peuvent poursuivre leur cursus scolaire, mais les enseignants essaient aussi de faire de la prévention face au recrutement des groupes armés. Là, vous vous asseyez à même le sol. Donc vraiment, la guerre n'est pas bien dans un pays. Dans un pays. La guerre n'est pas bien pour un pays. C'est mieux plus de vivre en paix dans un pays. À chaque fois qu'ils observent quelqu'un qui est mort à coups de fusil ou bien avec les armes blanches, ça les traumatise.
Donc ce qui fait que en déplaçant chez eux là-bas au quartier pour se retrouver ici sur le site, ils sont vraiment bouleversés. Et c'est à nous maintenant les enseignants pour les amener à retrouver la paix intérieurement et moralement. Ma maison aussi était calcinée complètement dans le quartier Bazanga là-bas, ce qui fait que je me suis aussi retrouvée ici sur le site et on m'a recrutée. Nous voulons que ces enfants-là, quand bien même qu'ils sont sur le site, il faut qu'ils savent lire, écrire et compter. Et s'ils sortent du site ici, ils peuvent aller regagner leur école classique et continuer les cours. Toujours en Afrique, les célèbres taxi-motos du Togo pourraient devenir de véritables agents de lutte contre l'insécurité. Ils ont bénéficié d'un atelier national de formation pour but de former des étudiants à lutter contre l'insécurité. C'est une initiative de la Fédération syndicale des conducteurs de taxi-moto en collaboration avec le ministère de la Sécurité. Togo ou dans le cadre de la lutte contre l'insécurité dans le pays, la Fédération syndicale des conducteurs de taxi-moto en collaboration avec le ministère de la Sécurité et celui des infrastructures et des transports ont organisé hier à Lomé un atelier national de formation. Objectif, impliquer les conducteurs de taxi-moto pour la sécurité des populations. Face à la hausse de l'insécurité dans le pays, le gouvernement entend s'appuyer sur les 300 000 Zemidjan, comme on les appelle, afin de venir en aide aux forces de l'ordre. L'atelier a réuni environ 300 conducteurs venus de tout le pays. Ce n'est pas seulement la population qui meurt, il y a également les taxis-motos, il y a même des agents de forces de l'ordre et de sécurité qui payent un lourd tribut sur la route et à domicile. Donc, qu'est-ce que le taxi-moto peut faire? Il le fait bien déjà, puisque il y a quelque temps, nous avions appuyé les autorités en charge de la sécurité à enrayer le banditisme. Parce que les taxis-motos, c'est ceux-là qui transportent au moins 40 à 50 personnes par jour, qui connaissent les passagers, qui connaissent les individus et qui peuvent les filer aussi facilement qu'ils le veulent. Donc, ils sont des éléments de veille citoyenne et ils doivent jouer cette partition-là pour qu'à l'orée 2016, que nous puissions vraiment atteindre la tolérance zéro sur nos routes, zéro dans nos domiciles, zéro braquage, zéro agression. Votre adhésion au port de casque, et je m'en réjouis particulièrement pour les résultats que nous avons ensemble obtenus. En 2014, les statistiques pour la sécurité routière, surtout les décès, s'élevaient à plus de 800 personnes. Mais par cette adhésion spontanée et collective, par cet effort collectif et individuel, nous avons réussi à diminuer de moitié le nombre d'accidents sur nos voies routières. Le nombre de morts pour 2015, nous sommes passés de 800 en 2014 à un peu plus de 400. C'est un effort qu'il faut reconnaître et je tiens à vous remercier pour cela. La partition du conducteur de taxi-moto dans la sécurisation, c'est également le rôle que vous jouez. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a une corporation qui a un maillage territorial aussi représentatif que les forces de sécurité, c'est bien votre corporation. Au Soudan, le président Béchir ordonne la réouverture de la frontière avec le Sud. La frontière entre les deux Soudans va rouvrir. C'est une première depuis 2011, année qui marqua la séparation du pays, donnant naissance à deux capitales, Khartoum au nord et Juba au sud. L'ordre de réouverture de la frontière a été donné par le président Omar El-Béchir. Le Soudan va rouvrir sa frontière avec le Soudan du Sud. L'ordre a été donné par le président Omar El-Béchir, marquant ainsi un geste d'apaisement. Cette décision est une première depuis 2011, année qui marqua la séparation du pays, donnant naissance à deux capitales, Khartoum au nord, Juba au sud. Les deux États entretiennent depuis des relations tendues, en particulier sur la question du pétrole, dont la majorité des réserves sont désormais sur le territoire du Sud. Mardi, le président sud-soudanais Salva Kiir avait déjà annoncé une normalisation unilatérale des relations après la décision d'Omar El-Béchir de réduire les frais de transit pour le pétrole. L'annonce de Khartoum intervient aussi après le recul des troupes sud-soudanaises de la frontière.
Le Soudan du Sud avait fait sécession après un référendum d'autodétermination il y a tout juste 5 ans. Cette indépendance mettait fin à une longue et meurtrière guerre civile. En Centrafrique, après avoir étudié les résultats des élections générales du 30 octobre, la Cour constitutionnelle de Centrafrique a validé le lundi dernier le premier tour de la présidentielle. Celui des élections législatives est en revanche annulé en raison d'irrégularités. De nombreuses irrégularités, voilà ce que déplore la Cour constitutionnelle de Centrafrique qui annule les résultats des élections législatives du 30 décembre dernier. Les résultats de la présidentielle, organisés le même jour, sont quant à eux validés. Les deux candidats arrivés en tête, Anissé Georges Dologuélé et Faustin Archange Touadéra, vont donc s'affronter au second tour pour devenir président de la République. Je pense que les élections vont permettre d'avoir des autorités légitimes et c'est un des éléments majeurs. Reste à fixer la date de ce second tour de la présidentielle. Il va falloir également choisir le jour des nouvelles élections législatives et s'assurer que le scrutin, cette fois, se déroulera dans de bonnes conditions. Après 3 ans de trou noir politique et sécuritaire, le principal enjeu de ces nouveaux rendez-vous électoraux maintes fois repoussés est un enjeu colossal, celui de ramener la paix dans le deuxième pays le plus pauvre du monde. Parlons à présent des Irakiens réfugiés déçus et en colère à cause de la longue durée du traitement des demandes d'asile et les mauvaises conditions d'accueil dans les foyers. De nombreux réfugiés irakiens retournent dans leur pays. Pour eux, il s'agit d'un retour volontaire car l'Eldorado européen n'a pas fait recette. Suivons cet élément. Retour à Erbil pour ces réfugiés irakiens. Un choix volontaire. L'Eldorado européen n'a pas fait recette. Ils sont déçus et en colère. En cause, la durée du traitement des demandes d'asile et les mauvaises conditions dans les foyers d'accueil. L'État allemand paie le billet d'avion retour, 300 € pour Erbil. Mon mari voulait aller là-bas. Il a vu d'autres le faire et il a voulu les imiter. Mais la situation était bien pire qu'ici. Nous avons passé près de 3 mois en Allemagne sans rien. La nourriture était mauvaise. On nous donnait un morceau de pain et de fromage avec du concombre. Mais comment peut-on survivre à un hiver avec de tels aliments? Nos enfants pleuraient de faim. Nous avons dépensé 11 000 $ pour aller là-bas et nous rentrons les mains vides. Depuis quelques semaines, le phénomène prend de l'ampleur à tel point que de nombreuses compagnies organisent des vols spéciaux pour amener les réfugiés chez eux. C'est le cas de la compagnie aérienne Iraqi Airways à l'aéroport de Berlin. Nous avons 3 vols par semaine et environ 100 réfugiés par semaine. Leur nombre augmente de façon continue. Cela a commencé en septembre dernier et leur nombre ne cesse d'augmenter. Près de 30 000 Irakiens ont demandé l'asile en Allemagne en 2015. Le nombre d'entre eux choisissant de faire le voyage de retour est en constante augmentation depuis l'automne. Parlons à présent des santé dans ce grand journal avec l'OMS qui s'inquiète de l'expansion du virus Zika sur le continent américain, déjà présent dans 21 des 55 pays du continent américain. Le virus Zika est devenu une très grande menace pour ce continent. L'Organisation mondiale de la santé, en abrégé l'OMS, s'inquiète de sa propagation. Dans une déclaration, Margaret Chan, la directrice générale de l'OMS, a souligné que l'expansion rapide du virus a de nouvelles zones géographiques. L'Organisation mondiale de la santé s'inquiète de la propagation du virus Zika sur le continent américain. Dans une déclaration ce lundi, la responsable de l'OMS a souligné l'expansion rapide du virus à de nouvelles zones géographiques. Ce virus, lorsqu'il touche une femme enceinte, est soupçonné de provoquer des malformations du fœtus qui risquent de naître avec une toute petite tête. Précision de la directrice de l'OMS. Le lien de cause à effet entre l'infection du Zika durant la grossesse et la microcéphalie n'a pas encore été établi. J'insiste sur ce fait, le lien n'a pas été établi. Cela dit, les preuves circonstancielles sont très inquiétantes. C'est au Brésil que la situation est la plus préoccupante, avec plus de 3000 cas de microcéphalie enregistrés l'an dernier chez des nourrissons. Le ministre brésilien de la Santé a reconnu la semaine dernière que le pays faisait face à une véritable épidémie. Le virus circule notamment via une catégorie de moustiques. Les autorités mènent donc des actions de sensibilisation auprès des habitants pour qu'ils évitent de séjourner dans les zones d'eau stagnante propices à la prolifération de ces moustiques.
Nous continuons toujours avec ce virus Zika. Après le continent américain, le virus se répand à l'Europe. Un citoyen danois avait été contrôlé positif au virus Zika après avoir voyagé en Amérique latine ou centrale où sévit l'épidémie précisément. Il s'agit toutefois d'un cas qui n'est pas le premier, il faut le préciser, un cas d'infection touchant aussi des ressortissants européens. Un citoyen danois a été contrôlé positif au virus Zika après avoir voyagé en Amérique latine et centrale où sévit l'épidémie. Il ne s'agit toutefois pas du premier cas d'infection touchant des ressortissants européens. Des touristes britanniques, néerlandais ou italiens notamment ont déjà souffert de ce virus qui se manifeste essentiellement par des symptômes de type grippal. Mais pour les femmes enceintes, le Zika pourrait entraîner des malformations du fœtus. De nombreux cas de microcéphalie ont été enregistrés en particulier au Brésil, même si pour l'OMS, aucun lien formel n'est encore établi avec le virus. L'association entre microcéphalie et Zika est pour l'heure purement circonstancielle, explique le porte-parole de l'Organisation mondiale de la santé. Les tests n'ont révélé la présence du virus que dans 8 cas. Bien sûr, l'explosion de cas de Zika, particulièrement dans le nord-est du Brésil, et l'apparition du virus dans d'autres zones a de quoi inquiéter. Maintenant, il s'agit d'établir un lien entre les deux. Le Brésil part en guerre contre le virus Zika qui sème la psychose et inquiète les autorités alors que le pays accueillera cet été les Jeux Olympiques, sans oublier le carnaval de Rio dans 10 jours. Les services sanitaires ont aspergé d'insecticides le Sambodrome, les stades et les sites olympiques. Mesdames et messieurs, nous achevons ce grand journal en parlant de bonheur, bien sûr, le mariage au Gabon. Nous revivons ensemble les temps forts du mariage entre Pierre et Sylvie Pogou avec nos reporters de Béni TV Gabon. C'est au bord de l'Ogoué sur la montagne des Cailloux à Lambaréné au Gabon que M. Pogou tombe sur le charme de la jeune Sylvie. Mariage coutumier fait, mais cela n'a pas suffi pour rassurer la famille. C'est ce week-end dans la grande salle de la mairie du bord de mer à Port-Gentil que s'est déroulée la cérémonie de mariage du couple Sylvie et Pierre Pogou, alias Peter 16. C'est conduit dans une belle voiture décorée aux couleurs de la circonstance que la mariée arrive et fait son entrée dans la grande salle de la mairie, d'où parents, amis et connaissances, et le marié attendait somptueusement vêtu sa future épouse. Après lecture du code civil sur le mariage lu par le maire officiant, quelques questions sur le choix des régimes ont été répondues par les concernés. Avez-vous l'option de vous unir à mademoiselle Sylvie Ekumbeng, à la monogamie et à la communauté des biens réduits aux acquêts, tel que mentionné dans votre demande en mariage? Je confirme. Sylvie Ekumbeng, confirmez vous aussi l'option de vous unir à monsieur Pierre Pogou, que voici, à la monogamie et à la communauté des biens réduits aux acquêts, tels que mentionnés dans votre demande en mariage? Je confirme. Puis l'auriculaire de la main gauche fut désormais fixé et scellé par ces belles alliances. Et le fameux bisou tant attendu de tous, comme pour dire nous sommes désormais une seule chair. Puis quelques conseils ont été prodigués par monsieur le maire. C'est la grande cathédrale de Saint-Louis qui les a accueillis pour recevoir la bénédiction devant les hommes et devant l'initiateur de cet acte, Jésus-Christ de Nazareth. Exhortation faite par le prêtre. Avec tout cela, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de charité, ça ne sert absolument à rien. Si vous parlez de Dieu, il n'y a pas de charité, ça ne vaut absolument rien du tout. Si vous parlez des hommes, il n'y a pas de charité, ça ne vaut absolument rien du tout. Si vous parlez de votre relation et qu'il n'y a pas de charité dans cette relation, ça vaut absolument rien du tout. Et si vous donnez naissance à des enfants et qu'il n'y a pas de charité entre vous et vos enfants, les progénitures que vous allez laisser, ça veut dire que tout ce que vous avez été, ça ne vaut absolument rien du tout. Puis le cérémonial du mariage s'ensuivit. La Vierge Marie leur a été offerte par l'une des communautés de l'église, comme pour dire Marie est la mère conseillère dans votre mariage. La célébration se poursuivit par le tour de ville, un cocktail de remerciements. Les moments se sont achevés par la grande soirée et la grande pièce symbolisant le mariage. Il faut dire que le mariage est une institution divine et doit être honoré de tous. Disons simplement, heureux mariage au couple Sylvie et Pierre Pogou et que toute la gloire revienne à Jésus.
Mesdames et messieurs, nous avons été très heureux d'être en votre compagnie pour ce grand journal. Bonne suite de programme sur le Blessing Channel. Dieu vous bénisse.